La santé mentale, je n'en parle pas des masses. Je crains souvent qu'on me colle une étiquette ou que le regard change. Pourtant, je suis heureuse d'effectuer cet exercice aujourd'hui. Ça permet de lever un voile sur une réalité qui existe toujours. Même si ça me fait bizarre et ça me met peut-être un peu mal à l'aise de dévoiler une partie de mon intimité, alors il y a des choses que je dirais et il y a des choses que, pour le moment, je préfère protéger du regard extérieur. Cela étant, ce n'est pas parce qu'elle ne se voit pas qu'elle n'existe pas. C'est un sujet qui m'habite et qui influence une partie de la personne que je suis aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas tous égaux face aux maladies mentales. Au même titre qu'on n'est pas tous avec le même tempérament ou avec le même profil neurologique. Dans le fond, je pense qu'on est tous concernés par la santé mentale, mais à des degrés différents. C'est-à-dire qu'on a tous des petites fragilités mentales concernant tel ou tel sujet, qu'elles soient conscientes ou pas. Cependant, certaines personnes doivent faire plus attention que d'autres car elles peuvent dériver plus rapidement. Et ça, pour moi, c'était dur à accepter. Quand on est touché par des maladies mentales, il n'est pas rare d'en avoir plusieurs. On peut les cumuler, car on est plus sujet aux dépendances, ce qui rend le diagnostic encore plus compliqué. De plus, certains troubles en cachent d'autres qui sont plus profonds, un peu comme des poupées russes. Quand le diagnostic est tombé, j'étais très soulagée parce que je me suis dit qu'enfin, l'extérieur voyait que je n'allais pas bien, et j'avais un peu cette utopie que l'extérieur allait me sauver. En vrai, le diagnostic que j'ai eu cachait un mal-être beaucoup plus profond et qui était beaucoup plus ancien. À cette époque, j'étais encore une enfant, alors j'ai donné tout le pouvoir aux institutions et à mes parents. Mais c'était essentiel car j'étais en incapacité de me soigner, j'étais même en incapacité de voir que j'étais malade. En fait, ce qui est compliqué dans une maladie mentale, c'est de séparer la maladie de la personne. La frontière est très abstraite et varie d'une personne à l'autre. Ça m'amène souvent à me demander qui parle, moi ou la maladie. L'extérieur a un rôle très important à jouer, parce qu'il va nous refléter la réalité de là où on en est réellement, et non pas là où notre cerveau nous projette d'être. Je dirais que dans mon cas, la maladie était la face visible d'une estime de moi détruite. Je ne me supportais pas, et je ne supportais pas que quelqu'un puisse m'apprécier. Aujourd'hui, j'arrive à tolérer ma présence et parfois m'apprécier, mais ça reste compliqué avec le regard extérieur. Alors, j'ai une carapace de protection très difficile d'accès. Quand on a ces fragilités, il est important d'avoir l'humilité d'accepter nos défaillances. Et si je dépasse mes limites, j'accepte mes périodes de crise et je mets des choses en place pour revenir à un état stable. L'autodiscipline permet de réguler ces phases plus difficiles. J'ai toujours du mal avec l'extérieur parce que mes périodes de crise peuvent être assez déstabilisantes. En général, les gens essayent de nous sauver ou de trouver des moyens pour nous soulager. Souvent, ces petites intentions sont maladroites et n'aident pas vraiment parce qu'elles nous mettent en position de victime et mettent l'autre en position de sauveur. C'est très dur pour l'entourage d'accepter de ne pas pouvoir faire grand-chose, mais c'est très culpabilisant pour le malade de voir l'impact qu'on a sur nos proches. Et pourtant, juste accepter la personne là où elle en est, sans vouloir la changer, pouvoir la soutenir sans la porter, et ne pas avoir peur de lui dire quand elle dérape, c'est énorme. Je suis assez mal à l'aise de parler de mon diagnostic, parce que ce sont des mots remplis de préjugés et qui poussent à rester enfermés dans des mécanismes. Moi, je suis dans une dynamique de vivre en tant qu'individu avec certaines caractéristiques que j'arrive à gérer. Et quand je vois d'où je viens, je peux dire que je suis fière d'où j'en suis. Merci de m'avoir lu et de lever un tabou. Bien à vous.
Est-ce qu'on est tous concernés par la santé mentale ? Alors, personnellement, je pense que oui. Après, on a peut-être trop tendance à mettre l'accent sur le côté négatif et sans parler du positif, alors qu'en fait, moi je pense que ça concerne tout le monde et on s'en rend pas d'office compte. Mais si on met l'accent sur le négatif, c'est qu'on a d'abord inventé la psychiatrie et qui, là, pour le coup, était vraiment centrée sur la folie. La santé mentale, ça apparaît après. Et oui, tout ce qui est de la santé mentale n'est pas forcément de la psychiatrie. Donc... Ouais, après je pense que cette frontière psychiatrie-santé mentale elle est un peu floue. Elle reste même floue, je pense, pour des spécialistes, qui ça dépend de leur parcours de vie, leurs études, ou même où ils sont dans le monde. C'est très 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 général, qu'est-ce que la santé mentale. Après pour moi ça peut paraître aussi parfois des choses très anodines, très courantes dans le fait de... Enfin le burn-out est quand même une des maladies qui ressort de plus en plus maintenant. Du coup des fatigues comme ça mentales, des petits moments de dépression qui peuvent parfois vraiment, suite à un événement ou voilà, l'histoire de la vie, devenir vraiment plus dramatique. Plus pathologique, on va dire. Et là, du coup, ça peut être des choses comme ça à vraiment des maladies qui sont plus, qui sont dès la naissance ou plus de type schizophrénique ou des... Oui, je crois qu'il y a vraiment tout un panel dans la santé mentale. Les psychiatres ou les aliénistes, comme on les appelait à l'époque, donc au début du XXe siècle, n'avaient pratiquement aucun traitement efficace pour soigner les malades mentaux, je mets ces termes entre guillemets, qui croupissaient véritablement à l'époque dans des institutions psychiatriques. Il y avait deux grands problèmes en fait en psychiatrie. C'est d'une part, et c'est gênant pour un médecin de ne pas comprendre à la fois ce qu'est la maladie et de ne pas avoir de traitement. C'est un peu gênant. Donc il faut sortir de ce nihilisme thérapeutique. Et certains psychiatres ont voulu appliquer ce modèle, mais ça n'a pas fonctionné. Et en fait, l'histoire de la psychiatrie biologique, c'est l'histoire d'un courant empirique où le modèle médical a fonctionné à l'envers. On a d'abord trouvé les traitements et après avoir trouvé les traitements, on a essayé d'expliquer le mode d'action de ces traitements au niveau du cerveau avec l'espoir d'un jour de comprendre ces bases biologiques ou la physiologie des maladies mentales. Avec la Révolution française et son lot de changements dans la société, la psychiatrie s'en trouve aussi impactée. Politique aliéniste, les gens considérés comme fous sortent des prisons et commencent à ne plus être juste enfermés. On leur accorde une chance de guérison en les mettant dans des asiles, sans pour autant améliorer leurs conditions de vie. On croit pouvoir changer les choses en créant ces institutions. Le véritable tournant dans la psychiatrie a lieu dans un hôpital, celui de Bicêtre. Entrant comme malade, Jean-Baptiste Pussin démontre l'importance du relationnel dans la prise en charge des aliénés. C'est le docteur Pinel qui présentera ses pratiques en 1794. Ce fut là le début du traitement moral. Au début du 19e siècle, la science commence à cartographier le cerveau et à y déceler des lésions. C'est ce qu'on appelle la neurologie. Le mot psychiatrie est inventé en 1808. La première loi française décisive sur la psychiatrie date de 1838. Elle stipule que chaque département doit disposer d'un asile, mais également que la guérison du patient doit être décidée uniquement par des médecins. C'est à ce moment-là que Sigmund Freud commence à parler de la psychanalyse. L'auto-introspection devient inséparable du traitement moral. Ce n'est que vers le début du XXe siècle que se répandent les grandes classifications des maladies mentales sur base de leurs symptômes. Nous sommes en 1950. La guerre vient de se terminer, bouleversant l'ensemble de la société. Ne voulant plus cacher les fous et encouragés par l'apparition des médicaments, aussi appelés psychopharmacologie, on déplace les hôpitaux psychiatriques des campagnes vers les villes. Dans les années 70, la prise de médicaments atteint son apogée. Elle est vue comme la solution miracle. En parallèle, certains dissocient la neurologie de la psychiatrie. C'est une des bases du mouvement de l'antipsychiatrie. Ce dernier prône notamment l'idée de communauté. La maladie mentale ne survient pas seulement dans l'individu, mais également au sein de ses interactions. Aujourd'hui, la psychiatrie dite classique est de plus en plus remise en question. Comment notre psychiatrie actuelle en est-elle arrivée là ? Le grand tournant de la prise en charge de la folie ne date-t-il pas d'avant la Révolution française ? Au XVIIe siècle, on assiste à une séparation de l'Église et de la médecine. En 1656, l'hôpital général est créé. On ne cherche plus à comprendre le sens de la folie, mais uniquement à en soigner les symptômes. On ne voit plus le malade dans son ensemble, mais uniquement comme un corps segmenté que l'on soigne morceau par morceau. En psychiatrie, comme on ne connaît pas grand-chose, à vrai dire, il faut laisser les portes ouvertes et multiplier les approches. Je crois qu'il faut éviter de mettre un cadre trop idéologique autour de la psychiatrie. Donc,
dire que la maladie mentale n'existe pas ou que nous sommes tous malades, je pense que ça ne correspond pas à la réalité. Il y a des gens qui sont vraiment malades, qui ne sont pas bien, qui ne se sentent pas bien et qui méritent d'être traités. Donc non, je pense que la réponse, pour répondre un peu brutalement à votre question, donc je pense que nous ne sommes pas tous vraiment malades, enfin sans doute un petit peu, mais nous n'avons pas tous des maladies mentales et que certains qui souffrent, je pense à des patients qu'on appelait en psychotiques ou des schizophrènes, c'est quelque chose qui existe vraiment et qu'il faut essayer, ou des gens qui sont déprimés, qui souffrent de dépression, je pense que ça existe vraiment, ou des gens qui sont bipolaires, je pense que ça existe vraiment, ou des personnes qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, je pense que ça existe vraiment. Et donc, alors, il faut essayer de trouver des solutions thérapeutiques. Alors, qu'est-ce que c'est la psychiatrie biologique? Eh bien, on pourrait dire que c'est une psychiatrie qui essaye d'appliquer la méthodologie scientifique à sa propre discipline. C'est une psychiatrie qui essaye de mieux comprendre les bases biologiques, les bases neurobiologiques des maladies mentales pour ensuite proposer des traitements adaptés qui se voudraient étiologiques mais qui ne le sont pas encore tout à fait. Donc c'est une sorte de quête scientifique pour donner à la psychiatrie un statut scientifique. Quand j'étais étudiant en médecine, finalement, je voyais encore des médecins qui se mettaient dans une espèce de rapport très très asymétrique avec leurs patients, un peu une espèce de médecine directive où finalement les croyances des patients, c'était pas du tout une question qui était abordée. Je prenais de plus en plus conscience dans ma pratique de consultation que des personnes qui étaient aidées par les médicaments traditionnels continuaient à avoir des difficultés. Donc, classiquement, par exemple, une personne qui était dépressive pouvait continuer à se sentir extrêmement fatiguée alors que son humeur s'était améliorée ou souffrait de troubles psychosomatiques. C'est un exemple classique qui m'a amené à me tourner vers les pratiques naturelles. Écoutez, je suis médecin et je sais quel traitement est bon pour vous. Je sais qui je suis et je suis le seul à ressentir ce qui se passe dans mon corps. Mais enfin, vous savez très bien que rien ne vaut l'expertise d'un médecin qui s'est spécialisé dans un domaine en particulier. Spécialiste peut-être, mais moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vision globale de moi-même et de ma santé, et je ne veux pas dissocier mon corps et mon âme. D'accord, mais mes pratiques sont encadrées et reconnues depuis des décennies. Vous savez que je ne peux pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas la question. Comment peut-on savoir ce qui est bon si on ne teste pas d'autres nouvelles méthodes? Mais vous ne pouvez pas contester mes nombreuses années d'études. Je sais ce qu'il faut faire. J'aimerais avoir d'autres avis, car je me suis renseigné et j'ai trouvé d'autres méthodes alternatives. Je comprends, mais je pense que c'est important d'avoir l'avis d'un médecin. L'argent et le pouvoir sont mes moteurs. Alors il m'a fallu segmenter. J'ai créé la division du travail pour augmenter l'efficacité et donc la rentabilité. En médecine, par exemple, j'ai besoin que les pratiques médicales soient basées sur des preuves scientifiques irréfutables, sans quoi je n'engagerai pas de dépenses publiques. Qui accepterait de satisfaire vos besoins sans faire de profit? Si vous voulez vous soigner, libre à vous de consommer mes médicaments. Mais tu vois, Maëva, dans la médecine d'aujourd'hui, c'est souvent le médecin qui te prescrit quelque chose et qui te dit quoi faire, et au final, t'as pas trop ton mot à dire en tant que patient. Ouais, c'est ce que je trouve dommage, parce que je pense que le patient, il connaît son corps, donc le médecin devrait prendre en compte son environnement, ses croyances, et je trouve qu'il devrait être ouvert à plus de thérapie, à plus de recherche, à d'autres méthodes en fait. On n'est pas là pour imposer un modèle, ça n'a pas de sens. Donc on doit partir finalement de ce qui fait sens pour la personne. Quand on est dans une approche plus holistique, je pense que la rencontre est plus immédiatement établie entre un soignant et une personne qui cherche une forme d'aide. Et on va aussi proposer dans une approche holistique plus un ensemble de mesures qui peuvent ramener de la santé. Il y a parfois cette tendance, une fois que vous êtes hospitalisé, à vous en remettre à une équipe et le soin, je mets des guillemets,
pourrait devenir un peu plus passif, si on peut le dire comme ça. Alors que quand on intervient à domicile, par exemple, on utilise au plus près les ressources, je dirais, de la famille, des proches, parfois le voisinage, le médecin traitant, donc les services environnants, les services sociaux, etc. Donc ça permet à la personne vraiment de continuer à être acteur de son soin. En global, il faut repenser les soins de santé déjà en général. Du coup, après les soins de santé spécifiques à la psychologie, en tout cas aux troubles psychologiques ou psychiatriques, oui, c'est important d'en parler parce que je crois qu'on est quand même dans une société qui est quand même très technocratique et de plus en plus bureaucratique ou technocratique, et je crois qu'il faut développer, il faut revenir. Il y a quand même dans les années 80, il y avait beaucoup de belles idées sur une ouverture des centres psychiatriques, de mettre la folie, enfin de reconsidérer, parce qu'on dit la folie en général, mais on parle même plus, on parle différemment, mais de réintégrer ces gens-là dans la vie sociale, de faire du contact social, de faire du contact finalement. Je crois que c'est important. Et c'est important d'en parler. Et pour commencer directement, on va faire la grande expérience du métro. Du coup, tous ensemble, vous allez venir. Comment on dit? Encore plus proche. Alors, on va essayer d'être moins structuré que on va, voilà, peut-être un peu plus. On va essayer d'avoir juste, pour démarrer le truc, un mini contact avec quelqu'un d'autre, que ce soit juste un bras qui touche, une épaule. Relis ton épaule. Ça va être des prises en charge qui sont pluridisciplinaires. Il n'y a pas de sens de dire « Ah non, mais ça, s'il va faire ça, il va s'en sortir. » Depuis qu'il fait de la danse avec je sais pas qui, il se sent beaucoup mieux. Oui, pourquoi pas. Après, je crois que c'est vraiment toute une prise en charge globale. C'est un questionnement de fond aussi sur notre société. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça. D'où viennent les maladies mentales? Est-ce que ce ne sont pas le reflet finalement de ce que le monde nous fait vivre, enfin, dans un certain sens? Ok, il y a quand même des déficiences au niveau on va dire, du fonctionnement du cerveau, mais à la fois je crois que ça reflète quand même notre société. Pourquoi il y a autant de dépression maintenant? Ce serait quand même, c'est un symptôme, c'est quoi la cause? D'où viennent ce mal-être? Ça, du coup, il faut repenser un peu au fondement, comment on vit ensemble, comment la société crée du bien-être. Après, c'est un sale mot, parce que créer du bien-être, on dirait une pub d'Yves Rocher, tu vois. Du coup, il faut peut-être se reposer la question de c'est quoi véritablement le bien-être, c'est où sont nos liens sociaux, encore plus maintenant, où effectivement les lieux de rencontre, les lieux de partage sont quand même très limités. On essaie vraiment de sentir que le poids et toute la gravité vient se déplacer au centre. J'essaie de ne pas, quand je relâche, de ne pas être trop en arrière. Pas trop en avant, on essaie vraiment de sentir. Je crois qu'il y a des ateliers qui étaient vraiment bénéfiques parce que ça leur permettait vraiment de reconnecter basiquement avec leurs sensations, leur corps, de pouvoir se représenter aussi d'une certaine manière son corps, un peu la proprioception, de remettre un peu cette vision de soi-même et de pouvoir comprendre, ok, sur des simples trucs, est-ce que je suis droit, est-ce que je m'ouvre au monde ou pas, est-ce que je suis plus renfermé, rien de le percevoir. Après, je crois que le rapport humain est quand même assez important, de pouvoir avoir un contact, comment je suis dans le regard de l'autre, comment je me représente. Je trouve qu'il y a des questions qui peuvent être assez intéressantes, toujours en essayant de les guider en fonction de la pathologie des patients et un peu du ressenti de ces patients. Par rapport aux adolescents, par exemple, c'était assez clair, où là il y avait un passif d'attouchement, des choses comme ça, on ne va pas commencer directement par faire une danse contact totale, et plutôt là il y a besoin de mettre des choses en place pour essayer d'évoluer avec eux vers justement une réappropriation de son corps, une non-crainte, de ne plus avoir de préjugés ou d'a priori sur un contact avec l'autre. Et ça, c'est tout un parcours et des choses à mettre en place pour arriver à ça. Du coup, effectivement, il faut changer le cours, en tout cas, que ce soit avec des personnes plus âgées qui sont de type un peu plus dépressif ou plus amorphe. Là aussi, il faut un peu réadapter le cours. Qu'est-ce qui est nécessaire, quelle est la nécessité. Voilà. Effectivement, il faut toujours s'adapter. Alors que si c'est quelque chose qui se fait, il y a différentes effectivement, pathologies ou manières d'être dans une dépression ou dans un trouble psychologique. Et je crois qu'il faut le prendre en compte, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Comment libérer des choses, se confronter à des choses. Parfois, il ne faut pas avoir peur du clash aussi, peut-être
dire ok, ça va peut-être réveiller une mauvaise intention dans la personne, mais du coup c'est comment la comprendre, la canaliser. Et pas, tout n'est pas magnifique, et ça y est, on danse, on est tous au même niveau et on est tous heureux. Et que... Non, justement, dans des pathologies ou dans des gens qui ont peut-être des déficits, ça va peut-être réveiller des choses d'hyper tristesse, mais du coup c'est peut-être bien de le montrer, et de le vivre et de l'expérimenter, et du coup de travailler autour de ça. Il ne faut pas avoir peur de révéler des choses aussi. Une espèce de tabou autour de la santé mentale, on n'ose pas trop en parler alors que ça nous concerne tous. Et c'est peut-être la première étape pour arriver à faire changer les choses, c'est justement de tous un peu se mettre autour de la table et d'en discuter, quoi. Mais moi, je me demande si la santé mentale, tout comme on a inventé la psychiatrie pour les gens qui ne rentraient pas dans la norme de la société, je me demande si on n'a pas inventé le concept de santé mentale pour les gens qui peut-être sont inadaptés au monde du travail d'aujourd'hui. Mais t'as pas l'impression que ça concerne quand même un peu tout le monde? Au final, la santé mentale, j'ai l'impression qu'on y passe tous un petit peu à une certaine période de notre vie. Et il y en a qui vont bien, il y en a qui ont une bonne santé mentale, il y en a qui vont moins bien, d'autres qui vont vraiment pas bien. Mais j'ai l'impression qu'on y passe tous, quoi, un peu. Moi, je pense que on devrait prendre une vision plus holistique de la chose. Les médecins devraient prendre en compte non pas seulement les symptômes des patients, mais aussi l'environnement, leurs croyances. Tout ça fait partie d'une nouvelle thérapie, en fait. Pourquoi ne pas s'ouvrir à d'autres modèles de soins? Oui, en prenant l'exemple de la croyance, on peut très bien... Enfin, il y a des personnes qui règlent leurs problèmes de santé mentale en vraiment se jetant... dans une croyance, que ce soit dans les thérapies autres que la médecine généraliste ou dans la croyance des religions, etc. Moi, je pense que c'est un peu fonction de chacun. C'est que même nous, on a évolué depuis le début du sujet. On pense peut-être plus pareil, on a des avis différents et c'est un peu ça. Peut-être que c'est total, c'est fonction de chacun et il y a une évolution. Maintenant, par où elle va, ça, c'est une autre question.